À l'aune de la fermeture des salles de concert de Stéréolux, revisitons à travers plusieurs œuvres de l'histoire de l'art et une conférence décalée les liens entre la scène et le public. L'impatience d'entrer dans la salle, trouver la bonne place, attendre que les lumières s'éteignent et que le spectacle commence. De l'autre côté, sur la scène, la même impatience et l'excitation. Les musiciens se préparent, les derniers accords résonnent, la voix se chauffe et enfin le rideau se lève et la représentation peut commencer. Un seul morceau de tissu sépare le public des artistes. Derrière le rideau, les bruits de la salle commencent à se faire entendre. Des pas, des murmures, des éclats de rire. Soulevez ce fameux rideau pour déjà voir et sentir l'ambiance. On peut se demander ce que voit réellement cet homme dans le tableau de Francis Bacon. L'ouverture du rideau translucide laisse apparaître une zone sombre totalement noire. L'homme de dos semble s'effacer dans ce noir total. La palette chromatique, proche des nuances de gris, gris pâle, gris plus soutenu, voire gris argenté, identique entre le corps et l'espace scénique, accentue cet effet d'effacement. Sur la partie gauche de la toile, le corps et le rideau commencent d'ailleurs à ne faire plus qu'un. La présence fantomatique de l'artiste rôde sur scène. Que se passe-t-il derrière le rideau ? Les premiers essais de lumière donnent vie à la salle. Le public apparaît enfin. Les projecteurs balayent la salle, les gradins, l'effervescence des spectateurs se fait sentir. Brassailles saisit dans cette photographie l'immensité de la salle du cirque Medrano. La photographie, divisée en 3 parties, montre au premier plan le visage des spectateurs. Plus on monte, plus le public devient anonyme, seulement des silhouettes, les unes à côté des autres. Des milliers de petits points révélés par les 3 imposants projecteurs. La lumière devient le sujet, le public passe au second plan. Brassailles nous montre ici le point de vue du circassien, depuis la scène, au milieu de la piste. Grand amateur de cirque comme beaucoup d'artistes de cette époque, Brassailles traduit cet univers féerique dans une photographie pourtant en noir et blanc. Vision surréaliste sur scène. Ces costumes sont impressionnants, l'effet théâtral est garanti. Le faste et l'élégance sont au rendez-vous dans ce tableau de Max Ernst. Les 2 corps nus féminins et élancés sont recouverts d'accessoires surprenants et surréalistes. La mariée, au premier plan, porte une cape lourde composée de plumes qui vient recouvrir la totalité de son visage. Mais où sont ses yeux ? Quand on regarde l'œuvre de plus près, on s'aperçoit que 3 yeux inquiétants nous regardent et qu'un bec se dessine, une tête d'oiseau apparaît. À ses pieds se trouve une créature verdâtre et grimaçante monstrueuse, dotée de 4 seins, un ventre énorme et un sexe masculin. À côté d'elle, un personnage mi-homme, mi-animal s'accroche. La couleur de son plumage contraste avec la tenue de la jeune femme. Ce personnage hybride pourrait être la représentation de l'artiste. Max Ernst invente en effet dans les années 1920 un alter ego, Louplop, l'être supérieur des oiseaux. La mariée serait alors la jeune artiste anglaise Leonora Carrington, qu'il a rencontrée quelques années auparavant. À l'arrière-plan, la même mariée dans la même position est représentée dans un tableau. L'artiste joue sur la mise en abîme du tableau dans le tableau. La seule différence, si on regarde de plus près, la mariée n'est pas enroulée dans une cape, mais prise dans un paysage de ruines antiques. Ernst a utilisé la technique de la décalcomanie inventée quelques années auparavant par Oscar Dominguez pour réaliser ce tableau. Un équivalent pictural de l'écriture automatique inventée par l'écrivain André Breton. Cette œuvre est typique de la période surréaliste de Max Ernst. Elle illustre parfaitement bien la notion freudienne de l'inquiétante étrangeté. L'œuvre, réalisée en 1940, en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, témoigne de la période la plus sombre de l'existence de l'artiste. Exilé depuis quelques années en Ardèche, il va réussir à fuir les nazis et à s'installer à New York grâce à l'aide de la collectionneuse Peggy Guggenheim, à qui appartient cette œuvre. Martine Parr nous propose également une belle mise en abîme, cette fois-ci du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, vu à travers l'écran du téléphone portable. Qui n'a jamais subi l'attaque des téléphones portables en plein concert ? En 2014, Parr présente à la Maison européenne de la photographie sa vision des lieux touristiques incontournables de la capitale. Durant 2 ans, l'artiste a arpenté les rues de Paris à la recherche de scènes cocasses. Cette photographie, prise au musée du Louvre, dans la salle de la célèbre Joconde, en est le parfait exemple. L'œil aiguisé de l'artiste et son humour mordant montrent la foule brandissant des téléphones portables pour essayer de prendre la meilleure photo de la Joconde. L'intérêt alors n'est pas d'avoir vu le tableau de Léonard de Vinci en vrai, d'admirer la technique, les couleurs, le cadrage, mais de montrer sur les réseaux sociaux qu'on était au Louvre, à Paris, à côté de la Joconde, un peu comme dans le clip de Beyoncé et Jay-Z. Même constat dans certains spectacles, concerts, les lumières de téléphone ont remplacé les flammes de briquet et les concerts se filment plus qu'ils ne se vivent. Le spectateur est plongé au cœur des photographes amateurs ici. La scène se vit de l'intérieur.
Une seconde photographie, toujours de Martine Parr, nous rappelle que la fête c'est aussi ça. Des gens en train de danser, bouger, se coller. Nous voici au fameux bal des sapeurs-pompiers de Paris du 14 juillet. Les casernes accueillent les fêtards jusqu'au petit matin. Rappelons-nous, Paris est une fête où les Parisiens et touristes se retrouvent pour partager un bon moment. En 1900, le jeune Pablo Picasso découvre la capitale parisienne et notamment sa vie nocturne. Comme beaucoup d'artistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il se rend dans le quartier de Montmartre et plus particulièrement au célèbre moulin de la Galette. Il immortalise ce moment dans ce tableau. Il s'agit de sa première peinture parisienne. Elle est encore marquée par le travail de Toulouse-Lautrec et notamment par sa propre représentation du moulin de la Galette en 1889. On retrouve la même composition. Au second plan, la frise de personnages en train de danser. Au premier, les femmes adossées au bar, en train de parler ou boire un verre. Ces femmes derrière chez Picasso nous regardent intensément. Elles invitent quasiment le spectateur à passer la soirée avec elles. Le moulin de la Galette fascine, notamment par sa décadence où bourgeois et prostituées se côtoient, et plus si affinité. Le concert est parfait. Les chansons s'enchaînent, le public danse, chante, il se connecte enfin à la scène. Et c'est là qu'à côté de vous, un petit groupe de fans se met à chanter très fort et très faux. Impossible de fuir, plus vous vous éloignez, plus ils se rapprochent. Impossible d'y échapper, votre oreille n'entend plus que leur voix. Vous voyez de quoi je parle ? Pour l'avoir vécu ici à Stéréolux un soir de concert, ma tête ressemblait exactement à celle du cri de Munch. Les mains sur les oreilles, la bouche grande ouverte, le visage déformé par l'horreur. Cependant, bien évidemment, le contexte de création de ce tableau était différent, comme nous le raconte l'artiste dans son journal du 22 janvier 1892. Je me promenais sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait, tout d'un coup, le ciel devient rouge-champ. Je m'arrêtai fatiguée et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent et j'y restai tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Munch traduit l'anxiété de cette scène par des formes sinueuses et une touche fluide qui envahit la partie supérieure du tableau. L'ambiance est à son comble. Le concert bat son plein et les artistes se sentent pousser des ailes. Attention, toujours se mettre d'accord avec le public quand on décide de slammer dans la foule, comme nous le montre cette photo d'Yves Klein. Cette image, seul témoignage de la performance de l'artiste, le saut dans le vide, réalisé en 1960, montre Yves Klein se lançant sans aucune hésitation dans le vide. Un moment magique et suspendu, immortalisé par ses 2 amis photographes. L'image fait la une du journal Dimanche, le journal d'un seul jour, créé spécialement par Yves Klein. La légende indique ceci, un homme dans l'espace. Le peintre de l'espace se jette dans le vide. Une autre légende vient expliquer un peu plus le procédé de l'artiste. Être toujours au plus près de l'espace. Pour peindre l'espace, je dois me rendre sur place, dans cet espace même. Sans truc ni supercherie, ni non plus en avion, ni en parachute ou en fusée. Le peintre de l'espace doit y aller par lui-même, avec une force individuelle, autonome, en un mot, il doit être capable de l'éviter. Évidemment, Yves Klein ne va pas se cracher au sol. La photo raconte une autre histoire. En réalité, ses amis judokas l'attendent en dessous avec une bâche tendue. Il s'agit d'un photomontage réalisé en laboratoire parisien par ses amis photographes. Ces derniers étaient là à de nombreuses reprises pendant les répétitions et ont pu photographier tous les essais. D'un simple photomontage, il conserve la partie supérieure de l'image où on voit Yves Klein se jeter dans le vide et remplace la partie inférieure par une autre photographie prise à la même période où on voit le cycliste circuler librement dans les rues. Évidemment, Yves Klein ne révélera jamais la supercherie ni n'expliquera jamais réellement cette photographie. Et si on faisait comme ce personnage de l'œuvre de Maurizio Cattelan, s'introduire en douce dans les salles de musée ou de spectacle. Pour l'une de ses expositions au musée de Rotterdam, l'artiste crée des mini-lui en cire et cheveux naturels. Ce personnage très réaliste s'introduit par effraction dans le musée. Une effraction pas si discrète que ça. Un trou énorme laisse apparaître sa tête, ses mains. Avec son regard furtif, on se demande s'il est là pour regarder ou plutôt pour cambrioler. Et si finalement on restait comme lui, planqué dans les salles en attendant la réouverture de nos lieux culturels ?